Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de récursivité. Donc c'est quoi la récursivité? C'est une façon de programmer qui va nous éviter, si on veut, de faire des boucles. Mais c'est pas nécessairement toujours le but à atteindre, là, mais c'est quand même une technique différente qui vaut la peine d'être explorée parce que dans des cas précis, ça devient intéressant, puis ça peut nous aider à résoudre des problèmes comme parcourir des arbres, des choses comme ça. Mais c'est ça, on pourrait en mettre partout. C'est pas ça qu'on va vous suggérer, là, mais on va donc quand même voir là, comment est-ce que ça fonctionne. On va continuer à faire principalement des boucles, mais on pourrait remplacer là, beaucoup de boucles par de la récursivité. Donc là, présentement, je vous montre un exemple de code où il n'y a aucune boucle, rien de spécial, juste pour qu'on comprenne bien l'ordre dans lequel l'appel des fonctions est résolu. OK? Donc, trois fonctions, la fonction A, la B, la C, et on voit que la A appelle la fonction B. Et donc, au début, ça va afficher début de A, ça va appeler la B. Donc, ça va passer à début de B. Donc, on voit à droite les résultats qui vont s'afficher à l'écran. Donc, on commence A, on est interrompu, on s'en va continuer dans B, on est interrompu, on continue dans C. Et là, ensuite, la fonction C, elle n'est pas interrompue, donc va se terminer. Et ça va retomber à la ligne tout de suite après C, tout de suite après l'appel de C dans la fonction B. Ça va compléter la fonction B. Et ensuite, ça va venir tout de suite après la ligne d'appel de B et ça va compléter la fonction A. Donc, si vous regardez l'affichage, mais en réalité, on a un lien direct avec ce qu'on vient de voir avec les piles. Hein, c'est carrément une pile. Donc, à chaque fois qu'on appelle une fonction, en réalité, ce qui se passe, c'est que ça se met sur la pile et quand on arrive à la fin de la fonction, ça dépile. Donc, on a un push à l'appel de la fonction et un pop à la fin de l'exécution d'une fonction. Donc, on est capable de faire un parallèle avec ce qu'on a vu sur la pile. Et c'est ça que Visual Studio va faire, en fait, que le compilateur va faire. Hein, il va vraiment utiliser une pile à l'interne, une pile qu'on ne contrôle pas, évidemment, mais c'est quand même le même principe. Donc, si je reviens sur mon idée de récursivité, donc je vous disais, c'est pour remplacer une boucle. Donc, l'idée, c'est que c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Vu qu'elle s'appelle elle-même, c'est l'équivalent d'une boucle. Hein? Donc, là, c'est la plus simple forme à gauche. J'ai une fonction qui s'appelle boucle, qui appelle boucle, donc ça tourne en rond. Donc, ça se rappelle, ça se rappelle, ça se rappelle, ça se rappelle. Bon, là, c'est sûr que on voit tout de suite que ça s'appelle à l'infini. Je vais avoir un petit problème. Là, on va régler ça à la prochaine diapositive. Mais avant de juste se rappeler comme ça, parce que là, ça fait rien, ça fait juste tourner en rond, on pourrait en profiter pour faire quelque chose. Donc là, j'ai mis un simple cout, je suis dans une boucle, puis ensuite ça recommence. C'est sûr que c'est pas grand-chose, mais c'est pour vous donner une idée de, on fait un traitement quelconque qu'on a besoin et ensuite on continue. Mais on est quand même dans une boucle sans fin, hein, une boucle à l'infini. Donc, il va falloir qu'on mette un mécanisme d'arrêt qu'on appelle en fait le base case, normalement. Je l'ai mis dans le résumé à la fin, mais en anglais, ça s'appelle le base case. Donc, on a le recursive case qui est l'appel de la récursivité et on va aller se rajouter une condition d'arrêt, quelque chose qui va nous permettre de ne pas toujours rappeler la fonction. Donc, ici, j'ai un cas où ce que je veux le faire, par exemple, 5 fois, ben en fait 6 fois. Donc, je pars avec mon curseur, par exemple, à 0, ben, mon itérateur, excusez-moi, mon i à 0. J'appelle ma fonction boucle, i est égal à 0, donc il va afficher en premier 0. Et là, ensuite, il va aller vérifier s'il est plus petit que 5, donc 0 est plus petit que 5, affiche évidemment mon traitement quelconque, OK, vous fait mon traitement quelconque, et réappelle boucle. Donc, la condition d'arrêt ici, c'est qu'à un moment donné, i ne sera plus petit que 5, donc va arrêter d'appeler boucle et va simplement passer par-dessus le if, excusez-moi, et va venir compléter la fonction boucle sans la rappeler, puis là, ça va éventuellement dépiler. Okay? C'est juste pour vous donner l'idée qu'il faut qu'on ait une condition d'arrêt. Ça va souvent être justement un if qui va nous permettre d'arrêter dans certaines conditions. Okay? Je vais prendre le cas de la factorielle d'un nombre comme premier exemple, puis on va aller même le regarder en code avec un point d'arrêt pour que vous voyez vraiment bien qu'est-ce qui se passe ici. Okay? Donc là, j'ai une factorielle. Fait que pour ceux qui ne savent pas, une factorielle, là, comme là, c'est la factorielle de 5. La factorielle de 5, ça veut dire que je veux faire comme calcul 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Okay? Si je faisais la factorielle de 2, ben, ce serait simplement 2 fois 1.
Si je fais la factorielle de 2000, mais ça serait 2000 fois 1999 fois 1998 fois 1997, etc., jusqu'à temps qu'on arrive à 1. Okay, on voit que ça donnerait un chiffre très, très gros qui ferait probablement exploser la mémoire de mon ordinateur. Donc, l'idée étant, je pars d'un chiffre et je veux multiplier par le chiffre inférieur et toujours descendre de 1 comme ça. Donc, c'est un cas qui s'applique très, très bien pour la récursivité. Puis vous allez voir qu'il y a des dizaines d'exemples de récursivité sur Internet, que c'est tout le temps la factorielle qui est comme le premier exemple là, pour expliquer la récursivité. Donc, je veux faire une factorielle de 5 dans cet exemple-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre 5, puis je vais dire, ben, multiplie ça par la factorielle de 4, parce qu'en réalité, la factorielle de 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, si je prends 5 puis que je multiplie par la factorielle d'un chiffre plus petit, bien, ça va me donner la bonne réponse. Donc, je prends mon 4 factoriel, je le redécompose, puis je dis, ben, prends 4, puis multiplie-le par la factorielle de 3. Tu vas aussi arriver à la bonne réponse. Je refais la même chose avec le 3, jusqu'à temps que j'arrive au base case, qui est le 1. Et le 1, c'est 1 la réponse. Je n'ai pas à faire une factorielle de 1. Ben, en fait, la factorielle de 1, c'est 1. Donc, on arrête là. Donc, il faut toujours avoir un base case. Dans ce cas-ci, c'est quand on arrive à 1. Tout à l'heure, c'était quand i était plus grand, arrivé à 5, on arrêtait. Donc, ça dépend des situations, mais il faut toujours qu'il y ait un base case. À partir du moment où on arrive au base case, donc je ne rappelle plus ma fonction de factoriel, donc je n'ai pas d'autre rappel vers le bas, je vais me mettre à dépiler et à refaire les calculs à l'envers. Okay? Donc, on commence en suivant les flèches rouges et ensuite, le programme va faire la poursuite des calculs en suivant les flèches vertes. Donc, ça va nous donner bon, le 1 qui est tel quel, fait que 2 fois 1, ça donne 2. Et là, le 2 point d'exclamation, qui est le 2 factoriel, va être remplacé par la réponse du 2 fois 1. Donc, ça va être 2. Ça va faire 3 fois 2. 3 fois 2, ça donne 6. Le 3 factoriel va donc ici être remplacé par 6. Ça va faire 4 fois 6, 24. Le 4 factoriel va être remplacé par le 24. Ça va faire 5 fois 24 et ça va nous donner la réponse finale qui est 120. Donc, je vais basculer dans le code pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Quand je vous parle de la pile, là, on le voit dans le débogueur, donc c'est vraiment très intéressant. Fait que là, j'ai mis mon point d'arrêt avant le premier appel et là, je vais aller ligne par ligne, dans un pas à pas détaillé, rentrer dans mon premier appel. Fait que regardez ici, dans la pile des appels, on voit que ça n'a pas encore été appelé. Je suis dans le main, je suis juste dans le main. Puis ici, résultat est à une valeur qui n'a pas été définie parce que je ne l'ai pas assigné à une valeur. Il attend d'avoir la réponse. Okay? Fait que c'est tout à fait normal, je suis en état initial. J'avance dans mon code et dès que j'ai appelé calculer factoriel 5, j'ai un push qui a été fait sur la pile des appels et le programme a donc gardé en mémoire que n est égal à 5 lorsque j'ai appelé calculer factoriel la première fois. Donc, cet appel-là. Si je continue, si je regarde aussi à gauche, bon, n est égal à 5. Je suis ici à l'intérieur de ma méthode. Donc, je vois que n est égal à 5. Je le savais, c'était quand même évident. Quand le premier appel, tu sais, on le sait, c'est quoi la valeur de notre n. Hein, on l'avait mis dans la parenthèse. Donc, ce n'est pas 1. Ce qui fait que je vais continuer puis je vais aller faire mon calcul. Alors, regardez, mon base case ici, c'est le cas où ce que n est égal à 1. Je vais simplement retourner 1, je retourne la réponse. OK? Donc, j'avance ici et je vais rappeler la factorielle. Je veux faire, on se souvient, ici, je veux faire 5 fois la factorielle d'un chiffre plus bas. Donc, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, 5 fois et je vais repartir la factorielle en lui donnant 4. Fait que je vais lui donner 4. Et il va donc empiler, donc regardez en bas à droite, un nouvel élément sur la pile qui est l'appel avec le n est égal à 4. Évidemment, n est rendu égal à 4 pour la poursuite de cette méthode-là. Donc, jusqu'à temps que je rappelle une troisième fois calculer factoriel avec n est égal à 3. Je continue, là, je vais aller un petit peu plus vite parce que ça va descendre. Donc, 2. Ensuite, je l'appelle avec 1, OK? Et là, je vais arriver dans le cas où je vais arriver à mon base case, hein, ma condition de sortie pour arrêter de sans arrêt rappeler ma fonction, donc sortir de ma boucle pour que ce soit une boucle infinie.
Donc là, j'ai n est égal à 1. On voit tous les empilages, là, les éléments sur la pile. Donc, celui du dessus, c'est le n est égal à 1. Je continue, n est égal à 1, donc je vais rentrer dans mon premier return qui n'appelle pas ma fonction. Donc, ça va me retourner 1. Et là, je m'en vais directement à la fin de la fonction. Ça va venir sur la ligne du return du coup d'avant et ça l'a, regardez à droite, dépilé le calculé factoriel qui avait le n est égal à 1 n'est plus là. J'ai maintenant, gentiment, Visual Studio me donne, regarde, le calculé factoriel que je viens de dépiler, là, il retournait 1. Donc, il me le marque d'une façon quand même assez claire, le nom de la fonction qui a été appelée, qu'est-ce qu'elle a retourné? Elle a retourné 1 au moment où j'ai dépilé. Fait que ça va faire donc mon calcul. Tout ça ici vaut donc 1. Ça va être multiplié par 2. Donc, je vais faire un 2 fois 1, ça va donner 2. On continue. Ça va maintenant aller dépiler le suivant. Donc, le 2 n'est plus dans la pile à droite. Il est maintenant calcul de la factorielle retournée. Le 2, il va le multiplier par le 3. Ça va me donner 6. Et je vais encore continuer. Ça va faire un autre dépilage. On le voit diminuer à droite. J'ai mon 6 que j'avais calculé, fois 4, qui était la valeur de n au moment où ça avait été empilé. Donc, on est allé rechercher l'ancienne valeur du n. Et on continue la multiplication. Donc, 4 fois 6, ça va me donner 24 pour le dernier tour. Où est-ce que je vais avoir mon 5 maintenant qui va être multiplié par 24 pour avoir 120 comme dernière réponse de calcul. À partir du moment où j'ai mon 120, c'est le dernier. Donc, ça le fait 5 fois 24. Ça fait un return. Et là, il n'y avait plus rien à dépiler sur la pile. C'est rendu donc dans le main. En fait, il n'y avait pas plus rien. On voit qu'il y a l'appel du main. Donc, on est rendu au main. C'est qu'on n'est plus en train de dépiler des calculés factoriels. On est rendu au main. On est retombé sur le main. Fait qu'on le voit avec mon curseur là, jaune qui m'indique que je suis revenu ici. Donc, j'ai la réponse qui est 120. C'est ça la réponse. Il va l'assigner à résultat. Le résultat est maintenant égal à 120 et ça l'affiche pour terminer. Donc, si je vous montrais le résultat dans la console, on voit que ça donne 120. Donc, ça vous donne un petit exemple là, quand vous allez vouloir déboguer votre code vous-même, okay, pour voir qu'est-ce qui se passe si votre factoriel n'est pas fait, pas votre factoriel, mais votre récursif, ce ne sera probablement pas une factorielle. Si votre récursif n'est pas fait comme il faut, ben, en déboguant comme ça va vous aider là, à vous rapprocher de la bonne solution. Hein? Je vous ai mis un autre exemple ici, un reverse string, avec quelque chose d'un petit peu différent, juste pour vous montrer hein, des possibilités. Donc, on a ici, je veux mettre une string à l'envers, je veux la virer de bord. Donc, il y a plusieurs façons de s'y prendre. La façon que j'ai choisie ici, je reçois ma string. Donc, et ma condition de sortie à mon base case, c'est quand la string va être rendue vide. Parce que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire des sous-chaînes. Je vais enlever toujours le premier caractère de ma string pour garder juste qu'est-ce qui reste après. Et donc, je vais juste vous montrer ici. Donc, au début, je vais lui passer reverse string, je vais lui donner un mot. Là, j'ai pris un petit mot, j'ai pris prog pour programmation, juste pour pas que ça soit trop long. Donc, je lui passe le mot prog et je veux virer ça à l'envers. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Moi, c'est de réappeler en enlevant la première lettre. Donc, j'enlève la première lettre parce que, je vais juste vous remonter ici, j'enlève la première lettre avec le substring ici, mais j'additionne ensuite le premier caractère, mais à la fin. Donc, quand ça va dépiler, je vais venir mettre le P que j'ai enlevé à la toute fin en concaténation. Okay? Donc, je rappelle, comme je disais, en enlevant la première lettre. Je rappelle en enlevant encore la première lettre, parce que là, j'avais une string qui avait juste 3 caractères. Je rappelle encore. Je rappelle encore. Et là, vu que c'est rendu avec une string vide, c'est ma condition de sortie. Donc, je n'aurai pas d'autre appel de reverse string. Je vais plutôt retourner une string vide. Okay? Donc, je retourne une string vide, puis ensuite, je vais aller chercher tout ce que j'avais mis sur ma pile. Donc, je vais retourner chercher mon caractère que j'ai empilé et je le concatène à la toute fin de mon retour précédent. Fait que j'ai rien avec lequel je concatène un G. Le coup d'après, je vais avoir G, qui est mon résultat précédent.
je concatène le haut qui avait été gardé, okay, au moment où ce que j'ai appelé ici, et ainsi de suite, jusqu'à temps que ma string soit, soit éventuellement toute reconstituée, parce que là, GOR plus P, ça va me donner mon prog là, complet. Okay, donc, mon mot à l'envers. Il y a d'autres façons, évidemment, de le faire. L'idée, c'était de vous montrer deux cas, là, un cas vraiment plus mathématique, un cas moins mathématique, pour vous montrer que ça s'applique à vraiment toutes sortes de situations. Et résumer les conditions nécessaires. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, il faut absolument avoir une condition de sortie, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il faut que la fonction s'appelle elle-même. Si elle ne s'appelle pas elle-même, on n'est pas dans un cas de récursivité, simplement. Okay? Fait que ça, c'est comme de base, mais ne pas oublier la condition de sortie, donc d'avoir un if, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ça arrête. Et pour se rendre à ce que ce if-là soit vrai un jour, il faut que la fonction converge. Il faut qu'à chaque appel, on se rapproche de plus en plus de la condition d'arrêt parce que sinon, ben, probablement que ça ne l'arrêtera pas. Là. Fait que c'est bien beau d'avoir un if pour sortir, puis arrêter de rappeler, en fait, toujours la même fonction, mais il faut tranquillement s'en aller vers le if. Si je regarde en arrière, si je reviens ici, à toutes les fois, j'enlève un caractère dans ma string, fait qu'éventuellement, elle va devenir vide. Je me rapproche de mon empty. Si je regarde pour la factorielle, je vais me avec mes mots, je pars d'un chiffre et je descends en faisant moins 1 pour éventuellement me ramener à 1. Donc, c'est sûr que si mon chiffre descend, un jour, je vais arriver à 1. Donc, c'est les conditions là, qui sont nécessaires pour arriver à éventuellement sortir de notre récursivité. Sinon, bon, vous allez avoir une boucle sans fin. Puis une boucle sans fin, ben, ça va finir par vous donner un memory out of memory ou quelque chose comme ça. Il va vous dire qu'il n'y a plus de place dans la mémoire parce que le programme va continuer à rouler. Vous avez peut-être déjà vu ce problème-là avec des boucles par le passé. Disons qu'avec la récursivité, ça risque d'arriver un petit peu plus souvent. Okay? C'est un petit peu plus difficile à bien contrôler. Donc, sur ce, on va aller maintenant faire des exercices pour pratiquer tout ça, pour pouvoir s'en servir éventuellement là, dans ce qui s'en vient dans le cours. Fait que, bonne fin de journée!